Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans le cours d'électromagnétisme, chapitre 1 sur les postulats de l'électromagnétisme. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai ouvert une petite parenthèse pour parler des discontinuités en physique et en maths, très généralement, avec une application quand même en électrostatique. Je voudrais revenir maintenant au niveau du polycopier, donc on est au niveau de la page 13, en bas de la page 13, et les équations de Maxwell, et notamment comment est-ce qu'elles s'écrivent en présence de distributions surfaciques. Jusqu'à présent, on a considéré des distributions volumiques de courant ou de charge. En fait, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, l'idée va toujours être de faire tendre une distribution volumique vers 0. Évidemment, physiquement, ça n'a pas de sens de travailler à 2D ou même 1D, à 2 ou une seule dimension. C'est juste qu'il va y avoir une dimension que l'on va faire tendre vers 0. Donc, il va y avoir quand même beaucoup de cas où on va avoir des distributions qui vont nous sembler surfaciques puisque l'épaisseur va sembler extrêmement faible. Et on peut parler de nappe, de fines couches, dont l'épaisseur tend vers 0. Et donc en fait, dans le cadre d'une modélisation surfacique, les équations de Maxwell sont substituées par des relations liant des discontinuités du champ avec les densités surfaciques de charge et de courant, dites relations de passage. Donc ces relations de passage vont nous permettre de comprendre comment s'expriment les champs les champs électriques ou magnétiques, de part et d'autre une distribution, et de les exprimer en fonction justement de la densité de charge ou de courant. Donc en notation, on va considérer une surface sur laquelle sont réparties des charges et des courants avec les densités respectives sigma et JS, séparant l'espace en deux milieux, le milieu 1, le milieu 2, et soit M un point de cette surface. On note M1, respectivement M2, un point infiniment proche de M, mais situé dans le milieu 1, respectivement milieu 2. Et le vecteur n de 1 vers 2 désigne le vecteur unitaire, orthogonal à la surface en M, et allant de 1 vers 2. Donc, typiquement, quelque chose comme ça. 1, 2. Je vais dessiner en autre couleur. Ah, mince. Tac. Le vecteur normal. Et une distribution surfacique de charge dessus, par exemple. Le champ électrique, E au point M1, donc le point M1, je peux le dessiner dans le milieu ici. Il va y avoir M qui est sur cette surface et M2 de l'autre côté. Le champ électrique en M1 est noté E1M. Le champ électrique en M2 est noté E2M. Et on fait en fait tendre M1 et M2 vers M. Je vois que j'ai oublié des parenthèses ici. Les champs électriques peuvent se décomposer en la somme d'une composante contenue dans le plan tangent à la surface en M, appelée composante tangentielle, et une composante orthogonale au plan tangent à la surface en M, appelée composante normale notée En. Et on a les mêmes notations pour le champ magnétique.
relation de passage pour le champ électrique. Donc ici, vous avez des résultats qui sont posés. Le but va être de les démontrer. Mais il faut connaître absolument par cœur ces relations de passage. Alors, vous avez le choix. Soit vous comprenez comment se transforme chaque composante, donc la tangente tangentielle, la composante normale. Soit vous retenez l'équation vectorielle qui regroupe tout, qui est en bas de cet encadré. Donc, le champ électrique, on va le démontrer juste après, la composante tangentielle est toujours continue. Et en présence de charge surfacique, la composante normale du champ électrique est discontinue. Et cette discontinuité s'exprime comme une différence entre les deux valeurs de champ électrique, proportionnelle, enfin égale en fait à sigma, la densité de charge sur epsilon 0, suivant la normale. Et vous pouvez tout regrouper selon une seule équation, qui est en fait assez simple vu que la composante tangentielle est toujours continue. Et vous l'avez ici. Donc pour le démontrer, on va partir sur la composante normale et montrer l'équation 2 ici. Donc je vais reprendre ce schéma et je vais dessiner une surface fermée. Alors, je ne vais pas représenter les points M parce que ça va surcharger le dessin. Ah mince. Donc, hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc en fait, je dessine un cylindre. Sigma. Et donc je vais noter son volume V. Et comme d'habitude, je vais distinguer pour un cylindre les extrémités du cylindre dont les surfaces sont notées S1 et S2 et la surface latérale S lat. Donc c'est un cylindre de hauteur H dont l'axe en fait est suivant la normale. Bon, je pense que j'ai tout noté. Et donc le point de départ pour démontrer cette relation de passage, c'est le théorème de Gauss. Attends, je vais le marquer là. Que l'on applique
à sigma, cette surface fermée. Donc le théorème de Gauss s'écrit l'intégrale sur sigma, surface fermée, de E scalaire ds est égale à la charge contenue dans sigma sur epsilon 0, c'est-à-dire la charge, c'est l'intégrale sur tout le volume de ρ, la densité volumique de charge dV, epsilon 0. Mais en fait, la charge contenue dans le volume V se trouve uniquement au niveau de la surface, au niveau de l'interface entre les deux milieux. Et donc, ça c'est égal à sigma epsilon 0 fois S, où S c'est la surface, c'est la section en fait du cylindre. Il suffit de prendre le cylindre suffisamment petit devant la courbure de la surface pour dire que la zone de la surface macroscopique entre les milieux 1 et 2 qui est contenue dans le cylindre sigma est confondue avec la section du cylindre. Ensuite, par ailleurs, la double intégrale sur tout le volume, toute la surface fermée se décline suivant les trois faces du cylindre, S1, S2 et S lat, S latéral. Et là, alors S1, l'intégrale, puisque S1, le vecteur surface est orienté suivant n de 1 vers 2. Donc, qu'est-ce que je dis? Oui, non, pardon. Pour reprendre cette surface, j'ai fait l'erreur, j'ai mal noté. C'est mieux de noter S2 ici et S1 pour être cohérent avec les notations de milieu 1 et 2. Donc S1 par contre est vers le bas. Le vecteur surface sortant est donc dans le sens opposé à n de 1 vers 2. Il y a donc un signe moins qui apparaît. Très bien. Et il reste cette intégrale sur la surface latérale. Et un point délicat de cette démonstration, c'est de remarquer que cette intégrale est nulle lorsque l'on fait tendre h vers 0. Alors pourquoi? Eh bien, on a E1 et E2 qui sont finis. Et la surface
qui tend vers 0. Donc cette intégrale disparaît puisque la surface sur laquelle on intègre quelque chose de fini tend vers 0. Donc en fait, on a plus 0 ici. Et donc, je réunis cette équation en haut de la page 16 avec l'expression en bas de la page 15 pour en déduire cette équation qui est en fait l'équation 1. Au passage, j'ai simplifié par S, la section du cylindre. Ensuite, ça c'est pour la composante normale, la composante tangentielle. J'ai la place. Donc je reprends le dessin d'avoir une distribution surfacique de charge qui sépare les milieux 1 et 2. Le vecteur normal à cette surface orienté du milieu 1 vers le milieu 2. J'ai un champ électrique dans le milieu 1, également dans le milieu 2. Là, on va exploiter une autre équation de Maxwell pour déterminer cette composante tangentielle. Il s'agit de l'équation de Maxwell-Faraday. Rotationnel de E égale moins d rond B sur d rond T. Et donc, il convient de choisir un contour sur lequel intégrer... Donc, bon, pardon, je vais d'abord écrire l'équation de Maxwell-Faraday. Faraday, rotationnel de E égale moins d rond B sur d rond T. Et on va intégrer cette équation-là sur une surface bon, je vais dessiner comme ça. Donc c'est une surface que je note S. Et il y a un contour gamma qui délimite cette surface. J'oriente dans ce sens le contour gamma, ce qui impose du coup une orientation du vecteur surface qui est, suivant la règle de la main droite, vers le haut. Vers la personne qui regarde, si vous voulez, la feuille. Alors, ces dimensions de la surface, je vais les noter delta L, H, et donc le but c'est d'intégrer l'équation de Maxwell-Faraday sur la surface S. Donc,
j'ai une intégrale double sur la surface. La surface n'est pas fermée, hein, il s'agit d'un rectangle. Rotationnel de E scalaire ds qui est égal à moins d'intégrale d rond b sur d rond t ds, et je vais... Alors, bon, non, je vais marquer après. Et là, le but va être d'exploiter ce que l'on a vu dans rappel mathématique. Le théorème de Stokes appliqué à gamma consiste à transformer l'intégrale double sur la surface en intégrale simple sur un contour fermé. Or, l'intégrale, donc c'est une circulation en fait de champ électrique. Sur gamma va se décliner en fait en 4 intégrales, chacune pour un côté du rectangle. Donc je note 1, 2, 3, 4. L'intégrale sur le côté 1, bon, je note gamma 1, E dl, plus gamma 2 E scalaire dl, plus l'intégrale 3 E scalaire dl, gamma 4 E scalaire dl. Et là, de façon un peu similaire à ce que l'on a fait avec la composante normale, je remarque que les intégrales 2 et 4 se font sur la largeur du rectangle, oui c'est ça, du rectangle. Et donc, le champ électrique reste fini, et la longueur sur laquelle on intègre, h, tend vers 0. J'ai donc ces intégrales qui tendent vers 0. Lorsque h tend vers 0. Il reste gamma 1 et gamma 3. Alors, si on suppose que le champ électrique, d'ailleurs je l'avais fait implicitement, en fait je me rends compte avec la composante normale, que le champ électrique était uniforme au niveau de la longueur du rectangle. Donc il suffit de prendre le rectangle suffisamment petit devant les variations spatiales du champ électrostatique ou électromagnétique, électrique on va dire. Je sors le champ de l'intégrale, et donc gamma 1 qui se situe alors dans le milieu 2, encore une fois, c'était pas très bien choisi comme notation, mais E2 scalaire, alors dl, quel est ce vecteur dl? Alors, pour déterminer son sens, on peut simplement prendre u vectoriel n1 vers 2 avec le produit vectoriel, et ça donne bien un vecteur suivant le sens de contour sur le segment 1. Et la longueur sur laquelle on intègre, c'est delta L. Et de même pour alors gamma 3, le champ électrique c'est E1. Le vecteur, donc l'orientation c'est le sens opposé, donc il suffit de mettre un moins. Et la même longueur, delta L.
on peut regrouper cela. E2 moins E1. Scalaire U vectoriel N de 1 vers 2. Delta L. Donc, ok, on a fait ce travail-là sur le terme de gauche dans la forme intégrale de Maxwell-Faraday. Le terme de droite avec dérobé sur déronté. Qu'est-ce que ça devient? Bah, en fait, c'est la remarque que l'on a faite à la fin de la vidéo précédente, où on a dit que, vu que la discontinuité de champ électromagnétique est suivant la coordonnée spatiale qui va entre le milieu 1 et 2, on admet que l'intégrale d'une dérivée partielle suivant toute autre coordonnée tend vers 0 lorsque on fait tendre l'épaisseur vers 0. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente si vous ne comprenez pas pourquoi j'écris ça. Et brièvement, c'est un peu la même histoire que les intégrales sur gamma 2 et gamma 4. Dérobé sur déronté est fini. Et on fait tendre l'épaisseur vers 0, donc on intègre sur une surface qui disparaît. Donc, ça veut dire que le produit scalaire au-dessus, avant de ce par ailleurs, est nul, c'est-à-dire E1 moins E2. Cette différence de champ électrique est normale au vecteur U vectoriel N de 1 vers 2. Ce qui est vrai pour tout vecteur U tangent à la surface. Alors si vous ne voyez pas ça, je reprends le schéma. Là j'ai fait une coupe. Il fallait imaginer une distribution surfacique. Et moi j'ai dessiné déjà en coupe parce que je ne peux pas dessiner en 3D. Et la distribution est bien surfacique et donc je peux faire une coupe suivant n'importe quel plan. Donc il y avait un choix en fait de vecteur U suivant la coupe que je faisais de cette surface. Et donc ce que on a écrit jusqu'à présent, on n'a fait aucune approximation sur U, aucun a priori sur ce vecteur. Et donc cette expression reste vraie pour tout vecteur U tangent à la surface. Et donc la composante tangentielle est préservée. Donc ça, je vais noter ça à l'expression 2. Ici, je vais noter ça, j'ai déjà noté 1. 1 et 2 rassemblés donnent bien l'équation de l'encadré qui est à connaître par cœur. Donc ça, c'est pour le champ électrique. On va faire exactement le même travail pour le champ magnétique. Et cette fois-ci, comme vous voyez dans l'encadré, c'est pas la composante tangentielle qui va rester continue, indépendamment de la distribution. Ce sera la composante normale
du champ magnétique. Par contre, la composante tangentielle est discontinue en présence de courant surfacique, comme l'indique l'équation 4 de l'encadré. Et les deux équations, 3 et 4, peuvent être réunies en une seule, qui est donnée en bas ici. Et donc de même, on va démontrer cela. En commençant par la composante normale B normale. Donc je pense que je vais aller un petit peu plus vite. Là, je reprends la surface, où maintenant on va considérer des distributions surfaciques de courant, JS, quelque part dans cette surface. Donc, ces courants sont tangents à la surface. Je reprends la notation de vecteur normal de 1 vers 2. Et on a des champs magnétiques dans les deux milieux. Là, on va exploiter du coup pour la composante normale l'équation de Maxwell, l'équation de Maxwell flux, qui est que la divergence de B est nulle, indépendamment de la distribution de courant ou de charge. Et on va intégrer cette équation de Maxwell sur une surface fermée. Oups là. Bon, je me bats un peu avec la tablette. Bon, c'est pas parfait, mais vous comprenez que c'est un cylindre de volume V, de surface fermée sigma, et je distingue S1, S2, S latéral. Donc l'intégrale de l'équation de Maxwell flux sur ce volume est nulle. Et ce n'est plus le théorème de Stokes que je vais utiliser pour faciliter la résolution. La triple intégrale d'une divergence sur un volume fait appel au théorème de Green-Ostrogradsky. De Green-Ostrogradsky, qui indique que du coup l'intégrale sur la surface fermée qui enveloppe le volume de B scalaire ds est nulle. Donc en fait c'est simplement la forme intégrale de Maxwell flux où en fait on voit que le champ magnétique est à flux conservatif. Cette intégrale sur le sigma se décline en trois intégrales comme d'habitude. Sur S1, S2, S latéral,
cette intégrale sur S latérale tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Alors h, comme précédemment, c'est la hauteur du cylindre. Il reste les intégrales sur S1 et S2. Alors, comme précédemment, on suppose que le champ magnétique est suffisamment uniforme sur la section du cylindre pour qu'on puisse le sortir de l'intégrale B1. Et la surface S1 qu'est-ce que j'ai marqué? S de 1 vers 2 et il y a un moins devant. Je marque là. Ensuite, de même pour l'autre surface. Et à la fin, on a... Donc en fait, ça c'est égal à 0. Hein. B2 moins B1, scalaire n de 1 vers 2 fois S est nul. Ce qui veut dire que B2 moins B1 est un vecteur normal à n de 1 vers 2. Et donc, B1 orthogonal, normal est égal à B2 normal. C'est l'équation 3. Donc B2 moins B1, c'est une différence de vecteur qui est forcément normale au vecteur normal à la surface. Et ça impose la continuité de la composante normale du champ magnétique au niveau, enfin, indépendamment en fait de la densité surfacique de charge. Donc de même pour la composante tangentielle du champ magnétique. Et on va procéder de façon analogue à la composante, à ce que l'on a fait avec la composante normale du champ électrique. Reprendre cette distribution surfacique qui est quelque part dans cette surface. Reprendre n de 1 vers 2. Et la surface rectangulaire S, le contour noté gamma, ici on a H, delta L, et ce contour pourrait être décomposé en 4 segments, 1, 2, 3, 4. Et là, tout de suite, je vais appliquer le théorème de Stokes à l'équation Maxwell-Ampère. Donc en fait, l'équation de Maxwell-Ampère
rotationnel de B s'écrit du coup comme une circulation, d'après le théorème de Stokes. La circulation du champ magnétique sur le contour gamma. Et de l'autre côté, dans l'équation de Maxwell-Ampère, on a mu0j plus epsilon 0 mu0 d rond E sur d rond T, donc le courant de déplacement. Et ça, on intègre sur S. Donc c'est vraiment analogue au traitement que l'on a fait avec la composante tangentielle du champ électrique. On va arriver à... Alors j'ai sauté quelques étapes là, parce que c'est vraiment la même chose. Si vous n'êtes pas sûr, je vous renvoie quelques pages en arrière. U vectoriel n de 1 vers 2. Hop, hop, et delta L. Donc c'est juste une décomposition de gamma suivant les 4 segments. Et remarquez que deux d'entre eux vont tendre vers 0 lorsque h tend vers 0. Et par ailleurs, l'intégrale de d rond E sur d rond T, scalaire ds, est nulle. Donc, enfin, plutôt, si vous voulez, tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Puisqu'on considère que le champ électrique est suffisamment continu au niveau de la discontinuité spatiale en fonction du temps. Donc, les variations temporelles sont suffisamment lentes en fait, devant la variation spatiale au niveau de la discontinuité qui est dessinée. Et ça me permet de faire tendre cette intégrale vers 0 lorsque h tend vers 0. Il reste l'autre terme dans Maxwell-Ampère, c'est-à-dire mu0 et l'intégrale sur la surface j scalaire ds. Et c'est là où les courants surfaciques vont se manifester. Il reste JS, puisque le courant en fait dans cette à travers cette surface sont entièrement surfaciques. Donc JS scalaire U qui est en fait le vecteur normal à la surface S est orienté en accord avec l'orientation du contour. JS est la longueur delta L. Et finalement, ce qui reste, B2 moins B1, scalaire U vectoriel n de 1 vers 2, qui est égal à mu0 JS scalaire U, oups là, en ayant simplifié par delta L. Et ça, c'est l'équation 4. Et les équations 3 et 4 peuvent être regroupées en une seule, B2 moins B1
qui est égal à mu0 JS vectoriel n de 1 vers 2. Donc, voilà les relations de passage pour le champ électrique et le champ magnétique. Ces relations de passage sont à connaître par cœur. Évidemment, la démonstration n'est pas à connaître par cœur, mais vous devez savoir la faire comme je viens de faire. Ces relations de passage sont très utiles pour comprendre tous les phénomènes d'interface en fait, entre deux milieux où il y a un champ électromagnétique. Comment est-ce qu'ils peuvent interagir avec la surface, donc les courants et les charges qui s'y trouvent. Et comprendre aussi comment est-ce que le champ électromagnétique peut se propager à travers une surface. Je finis avec une remarque, puisqu'on n'en a pas parlé. Les relations de passage pour les potentiels vecteurs et scalaires. On admettra qu'il est toujours possible de choisir des potentiels vecteurs A et scalaires V qui soient continus lors de la traversée d'une nappe. Donc en fait, j'en ai pas parlé puisqu'il n'y a pas trop de questions à se poser, puisqu'on pourra toujours les choisir continus. Donc, juste écrire que le potentiel dans le milieu 1 est égal au potentiel dans le milieu 2 au niveau de l'interface.